que je suis coordinatrice régionale des installations classées pour la région Centre. Alors, le rôle des DD-CSPP, si vous êtes éleveur, je pense qu'on n'est pas trop à vous expliquer. Par contre, si vous êtes céréalier, vous avez moins affaire à nous. Nous sommes donc un service d'inspection et nous travaillons notamment sur des aspects installations classées, je vais expliquer un petit peu tout à l'heure, de toutes les activités agricoles, agroalimentaires ou liées à l'agriculture. D'accord ? Voilà, le domaine d'activité. Donc vous avez les DREAL qui font la même chose, pour un service d'inspection ICPE, mais plutôt industriel. Voilà un peu la répartition de nos missions. Alors on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter la méthanisation et surtout, pas la méthanisation en tant que telle, vous avez suffisamment de conférences dessus, mais plutôt ce qui se passe quand vous avez des intrants dans la méthanisation et qu'est-ce que ça implique réglementairement. Donc, ce que je voulais déjà vous dire au départ, c'est que tout projet de méthanisation, à l'exclusion des méthaniseurs qui sont d'eau usée de lits de station sur leur lieu de production, c'est-à-dire que quand il y a de la méthanisation sur les stations d'épuration, ça ne rentre pas dans cette rubrique, mais tout autre projet relève de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées. Qu'est-ce que c'est que la nomenclature des installations classées? C'est une nomenclature qui définit des activités humaines qui vont avoir un impact sur l'environnement. Alors ça va être des impacts, je dirais, de nuisance ou d'inconvénients, mais aussi de risques. C'est une réglementation qui est très vieille, 1810. Donc vous voyez, c'est pas nouveau qu'on parle d'environnement. Et cette nomenclature qui change très très régulièrement a créé une rubrique méthanisation, puisque au départ, elle n'existait pas. Et que ça posait un certain nombre de problèmes parce que tous les projets étaient forcément soumis au plus grand régime, c'est-à-dire l'autorisation. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, parce que la question me stresse, il faut qu'on pose, ce n'est pas parce qu'on méthanise ces effluents à la ferme qu'on n'est pas soumis à la réglementation de l'ICPE. D'accord ? Ça ne change rien, c'est l'activité de méthanisation qui est classée. Alors voici comment c'est réparti. Donc vous pouvez constater qu'on a deux parties. Une partie qui s'appelle méthanisation des matières végétales brutes, les effluents d'élevage, matières percoraires, c'est les matières que l'on trouve dans les intestins des panses des animaux au moment de l'abattage en abattoir, le lactosérum, produit sur des fromages, et les déchets végétaux des industries agroalimentaires. Donc vous voyez que dans la première partie, on est essentiellement sur du végétaux et des effluents d'élevage. Alors lisier, fumier, fiente, litière, tout ce que vous voulez. Ça veut dire que quand on parle de matière végétale brute, ça veut dire que les cultures énergétiques, les cives, tout ce que vous voulez, c'est conservé par les installations classées. Il n'y a absolument aucune possibilité de s'exclure de cette activité-là, de ce dossier-là. Donc on a trois régimes, la déclaration, l'enregistrement et l'autorisation, que je vais vous expliquer très très rapidement après. Vous voyez que pour le seuil de la déclaration, c'est tout projet qui est inférieur à 30 tonnes jour. Donc pareil que tout à l'heure, tout projet, quel que soit le tonnage, est au minimum soumis à déclaration. Quels que soient les intrants, dans ce domaine-là, il y a obligation de déclarer au niveau de la méthanisation. Vous avez ensuite un seuil entre 30 et 100 tonnes en enregistrement. Vous allez voir, c'est une procédure un peu particulière. Et ensuite, les quantités supérieures à 100 tonnes jour qui sont en autorisation. Et quand on ne rentre pas dans ces premières parties, eh bien, on est forcément dans le 2, c'est-à-dire autres déchets. Et vous avez automatiquement un régime d'enregistrement d'office. Vous
voyez donc cette partie-là, il n'y a pas de régime de déclaration. Donc là, parce qu'on veut faire du biodéchet, si on veut faire des déchets de l'agroalimentaire d'origine animale, si on met des déchets de cuisine, etc., c'est forcément dans cette deuxième partie. Et si on fait des effluents d'élevage, des matières végétales, etc., on mettra tout quand même dans la deuxième partie. On ne distingue pas, on ne répartit pas sur les deux côtés. Est-ce que, pour déjà là-dessus, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, donc c'est important de voir que sur cette partie-là, il n'y a pas de restriction. Tout le monde est concerné, tout le projet est concerné. Alors, je vous disais, il y a plusieurs régimes. Alors, il y a ce qu'on appelle un régime de déclaration, qui est très courant. Hein. Aujourd'hui, la majorité des installations que nous avons sur la région sont soumises à déclaration. C'est ce que nous, on appelle un régime simple de liberté surveillée. Je vais vous expliquer pourquoi on parle de liberté. Eh oui. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, pour pouvoir se faire une déclaration, c'est très simple, on va sur le site service public, et avant le début de son projet, et on a un dossier qui se fait sur un Internet, de quelques pages. On peut l'envoyer aussi à la préfecture, mais c'est vraiment aujourd'hui beaucoup plus simple de le faire par Internet, et qui vous demande un certain nombre de choses, notamment qu'est-ce que vous avez, quelle était votre situation juridique, etc. Et puis qui va vous demander ce que vous allez mettre comme matière, qui va vous demander de fournir un plan de masse et de situation. Voilà. Et en fait, c'est très simple, parce que quand vous avez rempli ce document qui doit faire à peu près 4 pages, eh bien, vous allez avoir un numéro, une preuve de dépôt, et c'est cette preuve de dépôt qui vous dit que vous êtes en règle. Vous voyez, en termes de liberté, en niveau situation, c'est assez rapide. Voilà. Alors, pourquoi on parle de liberté surveillée? C'est que c'est pas le fait d'avoir uniquement déposé ce dossier, c'est que derrière, il y a à respecter, et vous avez une petite phrase à la fin du document, avant de pouvoir signer, si je puis dire, qui vous dit « J'ai bien lu les prescriptions techniques de la rubrique 2781 ». Parce que votre projet de méthanisation, il doit respecter des règles de fonctionnement, de sécurité. Et ça, il faut vraiment l'avoir lu avant, parce que ça implique des investissements derrière qui ne sont pas forcément bien précisés par vos constructeurs, par vos projets de construction. Nous, on s'est vraiment aperçu que la sécurité, tous les éléments de sécurité avaient été assez mal mis en compte, pris en compte, en tout cas dans notre projet. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que ce document-là, il est très facile à accéder, il est à lire, mais il est important parce que c'est du technique, hein. C'est pas de l'administratif. C'est on vous dit, il faut rentrer, il y a ça, il faut qu'il y ait des zones APEX, il faut qu'il y ait des zones... Voilà. Donc c'est des choses très très pratiques qu'il est important que vous connaissiez. Alors, nous, on part du principe en déclaration que ça devrait fonctionner normalement, sans problème, puisque vous avez, on a tout à l'heure mis dans ma diapo précédente, je peux revenir, vous avez déclaration à contrôle périodique. Ce contrôle périodique, c'est comme la voiture, et bien tous les 5 ans, on fait venir on passe avec une société pour vérifier qu'on respecte bien les prescriptions. Alors vous allez le faire au départ, au bout de 6 mois, après la mise en service, et ensuite tous les 5 ans. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous parle un petit peu de surveillance, c'est qu'on vous demande de la surveillance à ce niveau-là, pour voir s'il n'y a pas de problème particulier. On a tous les ans des petits soucis avec des méthaniseurs, pas méchants, hein, mais voilà, parce que les tubes de rétention n'ont pas été bien pris en compte. Voilà. Après, non, mais je parle. Après, il y a des plus gros pépins, mais c'est pas forcément en déclaration qu'on les a. Voilà, donc je voulais vous donner cette information-là. Voilà, sinon on se déplace évidemment lorsqu'il y a des plaintes du voisinage. On se plaint des odeurs, s'il y a un problème particulier. Généralement, c'est assez significatif. C'est lorsqu'il y a un petit problème, par exemple, d'un agitateur, qu'il faut le changer et qu'il faut ouvrir
le digesteur, et là, évidemment, les matières, elles sentent fort, et là, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Donc voilà, souvent, c'est plutôt des incidents de fonctionnement que vraiment des problèmes de nuisance, je dirais de manière permanente. Alors, maintenant, on arrive au régime de l'enregistrement. Le régime de l'enregistrement, il y a un CERFA particulier. Alors, je vous ai vraiment pas donné, ne considérez pas ça comme des éléments exhaustifs. Je vous ai donné les documents les plus importants qui figurent dans le dossier. Donc, il y a un CERFA enregistrement qu'il faut compléter. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la justification par le demandeur de la conformité du projet avec les prescriptions ministérielles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en déclaration, il y avait un projet de prescription, déclaration. Et bien en enregistrement, on a la même chose. Et ce qu'on demande, c'est avant d'avoir le projet, c'est aux prescriptions, qu'est-ce que vous mettez en face? Qu'est-ce que vous avez mis en place, prévu de mettre en place? Ensuite, on a les capacités techniques et financières. Et ça, c'est un point qui est important et qui peut être un motif de refus de dossier. Donc attention à cet aspect-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais parler d'abord des capacités techniques. Les capacités techniques, et bien, ce qu'on me demande, c'est comment va être géré le méthaniseur. Est-ce que les personnes qui vont gérer le méthaniseur ont fait de la formation? Est-ce qu'ils ont eu une formation sur les risques, sur les inconvénients? Est-ce qu'ils sont aidés par leur constructeur? Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Voilà. Est-ce qu'on a vraiment mis en place, prévu de mettre en place, les éléments techniques? Vous pouvez aussi, certains projets, je le vois, il y a prévu une embauche pour avoir une personne spécialisée pour faire ça tout le temps. Les capacités financières. Les capacités financières, elles sont là pour voir si votre projet est viable. Ça a été instauré il y a à peu près maintenant une quinzaine d'années, parce qu'en fait, on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de projets, pas forcément en méthanisation, mais en installation classée d'une manière générale, qui, en fait, on faisait des grosses procédures qui coûtaient, et puis en fait, on ne pouvait pas le faire parce qu'il n'y avait pas l'argent au bout. Et ça paraissait un peu dommage quand même. Autant d'investissement du futur exploitant. Bon, nous, notre travail, je dirais, nous, on a fait notre travail, mais c'était pas le plus important, c'était vraiment que les banques s'engagent aussi, ou que voilà, prennent conscience qu'il ne fallait pas dire oui peut-être, mais un oui sûrement. Donc, c'est pour voir si vous avez les capacités de faire votre montage financier. Donc, c'est comme les autres, hein, c'est-à-dire qu'on fait les entrées, on voit les frais, on essaie d'établir. Vous pouvez mettre la part de subvention s'il y a des parts de subvention. Voilà, il faut montrer qu'on peut la faire. Le but de ça aussi, c'est de voir si vous allez pouvoir mettre en œuvre les dispositions environnementales qui sont prévues. D'accord? Voilà. Ensuite, il y a une possibilité qui peut être offerte dans ce type de dossier, c'est que vous pouvez, pour des raisons diverses et variées, demander à déroger à certaines prescriptions. Alors, je ne vous cache pas qu'en méthanisation, il n'y a pas beaucoup de prescriptions sur lesquelles on peut vraiment déroger. Donc, vraiment, c'est des cas particuliers, mais je vous le cite quand même. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était pose de dossier. On a à peu près une instruction qui est prévue de 5 mois. Alors, c'est pas nous qui décidons qu'il faut que ça soit 5 mois, mais comme il y a des consultations, il y a des choses à y mettre, on est coincé dans les délais, et donc le législateur a prévu qu'il y avait à peu près 5 mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le préfet a la possibilité, lorsque le projet se trouve dans un secteur un peu sensible, ou qu'il y a d'autres projets proches, il peut basculer d'office dans le régime d'autorisation, qu'on verra après. Voilà. Et c'est donc l'inspection qui dit on ne bascule pas ou on bascule. Alors je ne vous cache pas que cette procédure, elle est extrêmement, aujourd'hui, très très peu utilisée. Il faut vraiment des cas particuliers pour qu'on le fasse. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le dossier, il va être mis sur le site de la préfecture, internet de la préfecture, et il va être mis dans un dossier, va être mis dans la commune sur laquelle va se dérouler, où est prévu le projet. Et pendant un mois,
toute personne peut faire des remarques sur le site internet, c'est la majorité des observations qu'on peut avoir, ou dans le registre. Il n'y a pas de commissaire enquêteur, c'est vraiment une information du public, ce n'est pas une demande d'avis. Contrairement à ce qui est aujourd'hui interprété par les personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vous expliquer, parce que c'est vrai que c'est très lourd, parce qu'on a l'impression d'un seul coup mis au banc des accusés, alors que c'est une information. Alors effectivement, hein, moi j'ai eu des projets, en 2019 en particulier, où on s'est retrouvé avec 300 observations à lire, avec des choses dans tous les sens. D'accord ? Mais on n'est pas, le but de cette consultation du public n'est pas de demander l'avis, mais bien de savoir, de faire prendre des remarques, de voir effectivement s'il n'y a pas des choses qu'on peut améliorer. Et du coup, ce n'est pas la même chose que l'enquête publique qu'on verra tout à l'heure. Parallèlement, on va demander l'avis des communes concernées par le projet. Donc il y a un rayon de kilomètres, donc les communes vont être consultées. S'il y a un plan d'épandage, c'est-à-dire que ça ne respecte pas le cahier des charges aujourd'hui, qui permet de ne pas avoir besoin de plan d'épandage, les communes sur lesquelles le plan d'épandage sera porté seront aussi consultées. Hein. Ça peut être plus loin que les 2 km. Mais bon, c'est pas un souci. Donc, ensuite, lorsqu'on a tout ça, nous on récupère tous ces avis, on récupère toutes ces remarques et on essaye de voir s'il est nécessaire ou pas de faire ce que j'appellerais des prescriptions particulières. Donc, soit le dossier où il y a eu peu de remarques, etc. Et le dossier, ce qu'on va faire, on va avoir une délivrance d'un arrêté d'enregistrement d'office. Voilà, on dit voilà, ok, vous avez votre autorisation. Soit éventuellement, on pourra apporter des prescriptions particulières s'il y a lieu. Voilà, il y a eu quelques. Je vous parlais tout à l'heure des remarques, nombreuses remarques. Là, j'ai fait un petit comité de suivi, par exemple, qui permet d'échanger avec l'exploitant et de calmer un petit peu le jeu. Ça peut être aussi des prescriptions d'incendie. Par exemple, les services d'incendie qui nous disent que là, ça va être un petit peu juste en termes compte tenu d'importance, parce qu'il y a la méthanisation, mais souvent il y a un élevage, il y a des bâtiments, donc on est sur des structures qui sont quand même assez importantes. Donc on peut par exemple augmenter un petit peu le volume de la réserve d'incendie. Et puis, on a un troisième cas qui est de refus, mais on est bien sur des motifs techniques. D'accord ? C'est pas parce qu'une population s'est élevée contre un projet qu'on donnera un refus. Ça ne peut pas être ce cas-là. Il faut vraiment que ce soit des éléments techniques. Par exemple, je sais pas, on est dans une zone où il y a un problème de captage, etc. Vraiment quelque chose d'important. S'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Oui, là, vous mettez l'instruction 5 mois. Oui. Donc après, l'avis des communes concernées, c'est au bout des 5 mois d'instruction. Non. Tout ça se fait en même temps que la consultation du public. Donc c'est à partir du moment où le dossier est complet, oui, déposé. Voilà, on dépose, il y a ce qu'on appelle une information sur Internet pour dire qu'il va y avoir une consultation du public. Il y a une consultation d'1 mois, et ensuite tout nous est redonné pour que nous, on décide l'une des solutions que vous voyez en bas. Voilà. Mais tout se fait en même temps. De même que je vous ai dit aussi, il n'y a pas de consultation obligatoire des services. Néanmoins, nous consultons certains services parce qu'il est important de voir s'il y a des points particuliers, de les voir tout de suite. C'est pour savoir à quel moment nous on fait notre communication aussi par rapport à ces personnes-là. Le mieux c'est que nous on informe déjà les personnes avant qu'elles soient, surtout les communes concernées. Oui, alors si on parle de communication, il est clair qu'il ne faut pas attendre cette partie-là, il faut bien l'anticiper au moment du dossier et d'avoir une communication à ce moment-là, c'est clair. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens considèrent que l'information qui est mise sur Internet, qui est mise, n'est pas une information. Mais si, c'est une information aujourd'hui. Bon, il faut avoir effectivement un réflexe où ça peut pas aussi être publié dans certains journaux, mais néanmoins, c'est de l'information du public. C'est de l'information. Mais il est mieux, et toujours mieux, que le porteur de projet ait rencontré le maire ou le conseil municipal avant
qu'il ait pu faire déjà peut-être une petite réunion pour expliquer son projet. En enregistrement, c'est mieux. Là. Voilà, mais c'est l'aspect tout à fait... Vous avez une question? Y a-t-il beaucoup de recours et d'opposition quand il y a un projet qui démarre? Alors, oui, maintenant oui. C'est-à-dire que moi j'ai la méthanisation, on en a depuis quand même une bonne dizaine d'années, nous n'avions pas du tout de recours. Vraiment, 2018-2019, on veut arriver les premiers recours. Rien que sur mon département 37, moi j'en ai deux recours au tribunal administratif. J'en parlerai un petit peu pour vous expliquer ce que ça implique derrière si vous le souhaitez. Mais bon, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus, les enquêtes sont plus, je dirais pas plus difficiles, mais les gens sont beaucoup plus inquiets. Voilà. Alors, après, ça vient aussi en grande partie, malheureusement, des parties réseaux sociaux où il circule de tout, comme information. Voilà, c'est un peu compliqué. On parle de sous-produits animaux, les gens assimilent ça à des cadavres d'animaux. Enfin, c'est très très compliqué aujourd'hui. Je vous apprends rien, hein, l'agriculture et le monde aujourd'hui. Nous, on le voit bien, nous, on se fait extrêmement agresser maintenant, même sur les réseaux sociaux, quand on prend une décision. Je peux vous dire, hein, on en est arrivé là quand même aussi. Pour moi, personnellement, je m'en fiche, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans un monde en ce moment qui est extrêmement perturbé. Et c'est pour ça que la communication en amont, elle est vraiment importante. Voilà. Il ne faut pas attendre la fin. Même si votre projet il est super bon, il faut arriver à faire comprendre à la population que vous n'êtes pas en train d'installer, certes peut-être une usine à gaz, dans le sens, mais ce n'est pas une usine dangereuse, ou comme du moins chimique. Voilà. Il faut arriver à faire passer ce message-là. Oui. Alors, en cas de passage au seuil d'enregistrement par augmentation, donc je passe à plus de 30 tonnes, je suis en déclaration et je dois être en enregistrement. Oui. Est-ce que la demande doit être faite en amont, avant l'augmentation, ou est-ce que j'ai un délai pour mettre en conformité? Alors, normalement, les projets doivent être toujours faits en amont. Voilà. Ça ne vous empêche pas, vous avez votre activité, elle fonctionne, on ne va pas vous l'arrêter, et voilà. Après, il faut le faire avant, parce que justement, si vous avez augmenté et que la population se rend compte que vous avez augmenté sans avoir demandé l'autorisation, ça va un peu crisper les gens. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment en amont. Quand vous avez l'idée, enfin moi j'en ai pas mal en ce moment qui passent justement le seuil de la déclaration, parce que 30 tonnes, bah, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas forcément. Aujourd'hui, voilà, les projets arrivent en enregistrement. Après, il y a des projets qui démarrent. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est un ressenti personnel, hein, je pense qu'un projet qui existe déjà, qui fonctionne bien, qui n'a pas posé de problème particulier et qui augmente, aura déjà, à mon sens, une meilleure presse. Voilà, parce que les gens ont déjà vu ce que c'est. Un projet nouveau qui arrive en enregistrement, qui se met dans un coin de campagne où les gens ne comprennent pas pourquoi on met ça là, et justement parce qu'ils ne savent pas qu'il y a d'injection et qu'il faut qu'on soit à 400 mètres de la prise et pas trop loin, il faut qu'il y ait de la chaleur, c'est pareil. Donc voilà, il y a des explications techniques qui justifient ce projet. Et là, c'est vrai que les gens sont beaucoup plus inquiets. Hein. On est aujourd'hui, on va démolir notre cadre de vie. C'est l'essentiel, on baisse le prix de nos maisons, enfin, c'est ça, l'essentiel des remarques que l'on lit. Hein. Après, bon, je trouve normal, c'est plutôt sain que les gens se posent des questions. Après, il faut qu'on arrive à bien expliquer ce qui se passe. Et j'avais une autre question, je crois, voilà. Oui, mon projet est en cours d'enregistrement. Je viens de rentrer en consultation du public à partir de début de cette semaine. Oui. Ai-je le droit de continuer à communiquer? Et si oui, à quel moment, enfin quel curseur vous mettez sur l'information incitative et sur l'information informative? Vous pouvez tout à fait continuer à communiquer. Je dirais que vous êtes plutôt dans une position d'accueil des questions. Enfin, c'est plutôt assez intéressant pendant une consultation du public. J'ai aussi le cas de forte opposition et j'ai peur d'arriver facilement dans l'information incitative et non dans l'information... Voilà. Après, ce qu'il faut bien que vous ayez dans votre communication, si je peux me permettre, c'est pas de dire mon projet est bon, je vais faire une chose, c'est de montrer tout l'intérêt aussi de la gestion des déchets que vous allez faire, par exemple de dire que si vous faites des flux d'élevage,
Eh bien, quand on fait du digestat, on n'a plus les mêmes problèmes d'odeur. Enfin, il y a du mieux, et c'est là-dessus qu'il faut aussi communiquer. Après, c'est peut-être difficile à dire, mais les gens ont un peu du mal à comprendre que vous êtes devenu, votre projet, il faut qu'il soit rentable. Ça, c'est quelque chose qui est difficile aussi à comprendre. Nous avons eu plusieurs remarques sur mais comment on fait un projet qui doit être rentable. Oui, on ne fait pas un investissement de 6 ou 7 millions. Il faut que ça soit rentable. Il n'y a aucune entreprise qui est capable de faire autrement. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que le contexte est tellement anxiogène qu'aujourd'hui les gens... Voilà. Donc il faut vraiment communiquer, ne pas forcément aller dans votre discours en voulant trop développer. Attendez plutôt les questions et apportez plutôt des réponses, je dirais, positives par rapport à eux. Voilà. Oui, mais c'est pas facile, hein, l'exercice n'est pas facile. Très bien, je vous remercie. Est-ce que sur l'enregistrement c'est bon? Alors, sur l'enregistrement, alors oui, juste pour finir sur l'enregistrement, là par contre, vous avez de l'inspection, nous venons vous contrôler régulièrement. Ça fait partie des choses, voilà, un enregistrement, vous n'êtes plus en liberté surveillée, vous êtes en contrôle tous les années, on ne vient pas non plus vous voir toutes les 5 minutes. On viendra de toute façon vous voir quand il y a la mise en route, pour voir comment ça fonctionne. Donc là, on arrive sur l'autorisation environnementale unique. C'était l'autorisation avant, mais aujourd'hui, elle est plus large, puisque c'est un permis d'exploiter. Vous voyez, on parle de permis d'exploiter. Très différent. Qui intègre éventuellement d'autres réglementations, les espèces protégées, le défrichement, Natura 2000, etc. C'est-à-dire que si, par exemple, votre projet nécessite que vous ayez à défricher parcelle, ou que vous êtes sur Natura 2000, en fait, votre dossier va prendre toutes ces autorisations en même temps. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un système, il fallait une autorisation ICPE, une autorisation de défrichement, une autorisation Natura 2000, etc. Là, maintenant, on embarque tout et on fait qu'une seule procédure. Alors là, je ne vous ai pas mis ici, je vous l'ai mis après. On a aussi un CERFA autorisation. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut bien prendre les CERFA qui vont bien. Il y a deux pièces majeures qui s'appellent l'étude d'impact et l'étude de danger. Donc l'étude d'impact va, elle, être une étude qui va étudier tous les points de nuisance ou d'inconvénient de votre projet sur les aspects de l'environnement, de l'urbanisme, comment dirais-je, de la protection de l'agriculture. Enfin voilà, on est très 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 large. Je ne peux pas vous expliquer toutes les installations classées, mais on est vraiment sur un impact très large. Et l'étude de danger, alors là, c'est un point important, c'est que un méthaniseur, c'est quand même une usine qui produit du gaz, et donc il y a des risques d'explosion, des risques d'incendie. Et donc cette étude de danger va permettre de déterminer notamment ce qu'on appelle les zones de protection, qui vont être les zones d'effet, c'est-à-dire qu'on va étudier les scénarios qui vont dire que si ça pète, jusqu'où ça pète et dans quelles conditions ça pète. Voilà. Et on peut avoir. Donc ça peut arriver dans ce type de projet. Moi, je l'ai fait faire plusieurs fois sur des dossiers d'autorisation où on a déplacé le projet des digesteurs de manière à ne pas se retrouver avec une zone d'effet extérieure à la limite de propriété. Quand ça arrive sur une route, c'est un peu embêtant. Voilà, il faut le savoir. Donc on peut effectivement vous dire, attention là, votre projet, il est peut-être bien pour votre circulation, mais là, en termes d'effet, c'est un peu compliqué. Ou alors vous achetez le terrain à côté, mais ce n'est pas forcément évident. Et il y a également, donc je ne vais pas revenir dessus, mais les mêmes capacités financières et techniques, point très important, et une note qui est la note technique de présentation du projet, qui explique en fait, en termes très simples, à la population, et c'est ça qui va être lu, essentiellement, pour ne pas vous cacher, quand un dossier d'autorisation, il fait 20 cm de haut, les gens, ils commencent à dire, puis c'est très technique, ils vont commencer par chercher la pièce qui est la plus simple. C'est cette note technique, non technique, qui va les renseigner. D'où l'importance de cette note, moi j'insiste là-dessus, c'est pas un résumé succinct, machin, c'est vraiment une note, c'est celle-là qui va être lue en premier. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas lire le reste, et c'est ça qui va être lue en premier.
Alors pareil, hein, je ne vous ai pas mis tout ce qu'il y a dedans, mais c'était vraiment pour vous donner les grandes lignes. Alors là, en termes d'instruction, on est au minimum à 10 mois, parce qu'il y a pas mal de consultations, et donc il y a un délai d'instruction un peu plus long, surtout que rarement les dossiers qui nous arrivent en première étape ne sont pas complets. Il y a souvent des choses à faire en complément, donc c'est un petit peu plus long. Et là, il y a cette fois-ci une enquête publique avec un commissaire enquêteur, voire une commission d'enquête d'un mois. Donc commissaire enquêteur qui est nommé, payé par vous, je précise, les frais, c'est la préfecture va vous le nommer, mais c'est à vos frais. Il y a des publications dans les journaux. Il y aura bien sûr une information sur le site internet de la préfecture, mais il y aura un registre d'enquête dans toutes les communes concernées, évidemment pour le plan d'épandage, même chose que tout à l'heure seront consultées, et il y aura aussi des possibilités de courriel sur la préfecture. D'accord? Donc là, on est vraiment dans une consultation, et là, on est plutôt, effectivement, dans une demande d'avis de la population sur ce type de projet. Vous voyez, par rapport à l'enregistrement, la différence. Donc là, effectivement, il faut bien être préparé parce que ça va partir dans tous les sens. Aussi, ça peut partir dans tous les sens. Et le commissaire enquêteur va lui donner un avis qui va prendre en compte toutes les observations. Ses contacts aussi, il aura visité, enfin, pas visiter forcément l'installation si c'est un projet, mais au moins l'emplacement, voir un petit peu les inconvénients, etc. Et il donnera un avis. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'avis du commissaire enquêteur, il peut donc être favorable ou favorable, ça ne va pas être forcément la décision qui va être prise derrière. Je m'explique, c'est-à-dire que le commissaire enquêteur, il va donner des arguments. Il peut très bien y avoir un avis favorable du commissaire enquêteur et qu'au CODERS ou par le préfet, il soit donné un avis défavorable. Et on a la situation inverse qui peut se produire aussi. Voilà. Bon, évidemment, l'avis du commissaire enquêteur qui est défavorable, il faut qu'il soit motivé. Il faut qu'il y ait voilà, des choses particulières. Alors, en fonction de tout ça, les membres du CODERS, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le CODERS, donc c'est le Conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques et sanitaires, reçoivent la fameuse note technique, non technique, et l'avis du commissaire enquêteur dans les 15 jours qui suivent. Parallèlement, l'inspection des installations classées reçoit tout ça, essaye de voir un peu lever tous les problèmes, donc les rapports sont classés, et il va donc proposer au préfet de prendre soit un arrêté d'autorisation avec passage en CODERS, soit un dossier de présentation sans CODERS, c'est-à-dire qu'on peut avoir un arrêté d'autorisation qui vient sans passage en CODERS. Il n'y a plus l'obligation, comme il y a quelques années, de passer en CODERS obligatoirement. Je ne vous cache pas quand même qu'aujourd'hui, les préfets sur ce type de projet ne sont pas très enclins à les passer direct, de signer l'arrêté direct. Ils aiment bien que ça passe en CODERS pour au moins que ça soit sensibilisé et les projets passent bien, hein, c'est pas forcément un critère. Et puis il peut y avoir un arrêté de refus. Et là, pas que sur des motifs techniques. Voilà. Donc vous voyez qu'on est sur une procédure qui est beaucoup plus lourde, qui est beaucoup plus contraignante. Alors, l'avantage de l'autorisation, c'est que comme il y a eu une envie, on a eu une enquête publique, il y a eu un certain nombre de choses, globalement, il y a moins de contentieux. Parce que les gens, on leur a demandé leur avis, après la décision leur plaît, il peut y avoir un recours, mais parfois l'abcès a un peu été crevé, alors qu'en enregistrement, ils sont restés un peu sur leur fin. Alors, avant de passer à la partie sous-produit, je vais vous parler un petit peu de contentieux. Donc, en fait, quand il y a une décision de prise, un arrêté préfectoral, que ce soit d'enregistrement ou
beaucoup d'autorisation, il peut y avoir un recours. On peut l'avoir aussi en déclaration. C'est quand même beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. Les gens font généralement des recours plutôt sur le permis de construire. Mais ça pourrait se faire. Donc, ils font un recours sur le permis sur la décision qui a été prise. Donc, ils ont 3 niveaux. Le premier niveau, ça veut dire je fais un recours gracieux. J'écris au préfet du département, voilà, moi je vous dis que vous n'avez pas pris cet acte de façon correcte, que vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire ça, et je vous demande de le retirer. Pour ça, je peux vous dire que ça ne marche pas beaucoup, même pas du tout. Alors il y a après la deuxième solution, qui est le recours hiérarchique. Qu'est-ce qui est au-dessus des préfets? C'est le ministre de la transition écologique. Donc on écrit au ministre. Et le ministre, il répond, toujours pareil, c'est pas normal, on n'aurait pas dû faire comme ci, comme ça. Et le ministre répond ou pas à la demande. Et arrive le troisième niveau, qui s'appelle le tribunal administratif. Où là, il vous faut un avocat. Enfin, il faut un avocat, en tout cas pas pour vous, mais pour l'association qui décide d'attaquer. Et il y a un mémoire qui est préparé, donc qui fait, alors ça va des cabinets entre 35 et 100 pages des fois, voilà. où il va falloir reprendre point par point. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'il y a un recours administratif? Donc là, je vais parler du dernier, un tribunal administratif, puisque celui-ci est beaucoup plus long. Hein, le tribunal, le recours gracieux, c'est 2 mois, le recours hiérarchique, c'est 2 mois. Donc là, ça va assez vite. Par contre, le tribunal administratif, c'est beaucoup plus long. L'autorisation, elle est restée. Elle n'a pas été suspendue. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, les gens pensent que quand il y a un recours au tribunal administratif, ça suspend. La décision n'est pas suspendue. Si on a attaqué sur le permis de construire, pareil, la décision n'est pas suspendue. Donc, l'exploitant est libre de faire ce qu'il veut avec son autorisation, de la mettre en route ou pas la mettre en route. Voilà. C'est pas, je vous donne cette précision parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai pas à vous dire il faut faire ça ou pas ça. Il faut simplement savoir que si le tribunal administratif, ça va demander au moins 1 an avant qu'on ait forcément une décision. Et derrière, cette décision peut être effectivement positive, à savoir qu'elle maintient, elle dit non, on a fait les choses correctement. Non, ça n'a pas été fait correctement, il y a eu des points de fond qui n'ont pas été bien vus. Et auquel cas, l'arrêté va être suspendu, va être retiré. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on a cette situation-là, l'exploitant, il redépose un dossier avec les éléments que le tribunal a mentionnés, puisqu'elle est obligée de justifier sur les points qui ne vont pas, et on recommence la procédure. Voilà. Mais ça n'empêche pas que si le projet est réalisé, ça n'arrête pas le projet. Enfin, je veux dire, le fonctionnement du méthaniseur. Le fait que l'arrêté soit annulé n'entraîne pas obligatoirement, à moins que le tribunal l'ait précisé, parce qu'il estime que l'installation est dangereuse ou des choses comme ça, mais s'il ne le précise pas, s'il n'y a pas de mention que l'installation doit s'arrêter, l'installation peut continuer à fonctionner à la condition de déposer très vite un dossier pour qu'on puisse refaire la procédure. Voilà. Est-ce que je suis claire? Je pense que c'est des aspects qui ne sont pas forcément toujours connus. Bien, alors, là je vous ai parlé installation classée. Donc vous avez vu, donc projet végétal, etc., ou projet avec des chiffres d'animaux, on est concerné avec ces deux. Alors qu'est-ce qui se passe dans la réglementation sous produits animaux non destinés à la consommation humaine? Alors je vous ai mis non destinés à la consommation humaine parce qu'en fait il y a un règlement européen qui est réglementation des sous-produits destinés à la consommation humaine. Hein. Donc c'est pas le même. On est d'accord?
Ce règlement, il est de 2009. En fait, il est plus ancien que ça, puisque le premier règlement date de 2002. Et il est venu sur un besoin de traçabilité des sous-produits animaux suite aux différentes crises que vous avez bien connues, le SB, de la dioxine dans certaines alimentations animales, etc. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est différent de ce qu'on a vu avant. Là, on est dans un objectif de traçabilité et de protection de la santé humaine, animale. D'accord ? Éviter de se faire contaminer au niveau sanitaire. Donc, je vous ai mis les principaux textes là-dessus. Donc, le règlement. Donc, je vous rappelle que le règlement, contrairement à la directive, est un règlement qui s'applique dans tous les pays de la communauté européenne et de la même façon. On ne change rien, on n'adapte rien, on applique tout à la virgule près. Ensuite, il y a un règlement, un deuxième règlement qui est en application du premier. Je vous ai rappelé aussi que le Code rural et de la pêche maritime avait aussi des dispositions particulières. Il y a un arrêté ministériel de 2011 qui explique comment on a l'agrément sanitaire. Et enfin, on a l'arrêté ministériel du 9 avril 2018 qui fixe les règles sanitaires pour l'utilisation des sous-produits animaux en méthanisation et compostage. Parce qu'en fait, l'agrément sanitaire, parce qu'on fait aussi du compostage, peut nécessiter un agrément. Voilà, donc ce sont les bases réglementaires. Alors, ce règlement définit 3 catégories. La catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 3. Donc, la catégorie 1, vous comprendrez aisément, on est vraiment sur des risques très forts pour la santé publique. On est sur les MRS, on est sur la présence de substances dangereuses, interdites, le risque sanitaire émergent. Donc là, on va retrouver principalement dans ces catégories-là tous les cadavres d'animaux des ruminants, toutes les colonnes des ruminants. On va retrouver aussi les animaux familiers, compagnie. Et oui, ce sont de la catégorie, ce sont des cadavres. On va retrouver aussi éventuellement des cadavres avec de gibier, sanglier ou autres, avec des maladies, par exemple. On va les retrouver là-dedans. En catégorie 2, on est dans les sous-produits qui présentent un risque moins important. On est plutôt sur des choses de contamination, du lait contaminé, par exemple, la listeria, des choses comme ça. Les fumiers, les lisiers. Un fumier, un lisier, par définition, il contient un certain nombre de germes. Voilà. Plus ou moins pathogènes, plus ou moins... Et enfin, la catégorie 3, qui, elle, présente un faible risque pour la santé animale et humaine, je dirais même, présente presque tout le reste, puisqu'on va retrouver les déchets qui sont liés à l'abattage, par exemple, des animaux sains, qu'on met à la consommation humaine. Et donc, on va retrouver les parties propres à la consommation humaine, mais qui ne sont pas valorisées ou qui proviennent donc de l'abattoir. Je vais prendre un exemple. Le foie ou des choses comme ça sont des produits qui sont tout à fait commercialisables pour la santé humaine. On peut très bien décider de l'utiliser pour faire de l'alimentation animale, et du coup, il rentre dans cette réglementation-là. Hein, pour vous donner un exemple de changement. Et puis, vous avez aussi toutes les denrées alimentaires d'origine animale, non destinées à la consommation humaine, mais pour des problèmes, je dirais... de présentation, de date, machin que ça, mais qui ne présentent pas forcément un risque majeur sanitaire. Alors, je vous ai fait cette séparation parce que derrière, pour vous expliquer la réglementation en fonction des intrants, ça va être plus simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la première chose, c'est en absence de restrictions sanitaires. Et là, j'insiste beaucoup. Un élevage sur lequel on détecte, alors là je suis bien placée pour savoir ce qui se passe au niveau santé animale, vous savez qu'on ne peut plus mettre certaines choses sur le sol, il y a des choses qu'il faut récupérer. Donc là on est bien d'accord, en absence de restrictions sanitaires, les matières qu'on va lister après peuvent être utilisées en méthanisation sans passage au préalable dans une usine de transformation. Alors une usine de transformation, ça veut dire que
on va mettre des produits à chauffer pendant un certain temps, sous une certaine pression, et on va considérer qu'on va avoir réduit le risque sanitaire. Là, on considère que, normalement, s'il n'y a pas de restriction sanitaire, le lisier fumé ou assimilé, le contenu de l'appareil digestif avec ou sans contenant, donc du bovin principalement, des ruminants, les œufs, excepté les poissons, pas les poissons, mais les poussins morts dans l'œuf, ou les œufs embryonnés, ou les produits à base d'œufs, le lait, le colostrum et les produits qui en sont dérivés peuvent être mis en méthanisation directement. D'accord ? Ensuite, il faut bien comprendre que l'agrément sanitaire, méthanisation, mais compostage c'est pareil, ça nécessite, ce règlement impose un agrément sanitaire avec une hygiénisation pasteurisation. C'est-à-dire que la base de la réglementation, c'est l'obligation d'avoir une hygiénisation pasteurisation. Mais on a accepté que certains cas pouvaient être en dérogation. Donc on retrouve le fumier, le lisier assimilé d'une liste fermée, par exemple, d'élevages tenus à jour, c'est-à-dire qu'on on parle de faire plusieurs élevages, le contenu de l'appareil digestif sans contenant, le lait sauf motif sanitaire, les anciennes denrées alimentaires à base de lait, et le colostrum et les produits dérivés. Donc là, on accepte qu'il n'y ait pas d'unité de pasteurisation. Nous sommes dans une méthanisation simple, comme on a la plupart du temps dans une exploitation à la ferme où on traite ses effluents, ses eaux blanches, etc. De laiterie, par exemple, les eaux blanches de laiterie, nous sommes sur des produits dérivés du lait, etc. Une dérogation peut être, alors vous avez vu, on était en catégorie 2 avant, là nous sommes en catégorie 3. On a la même chose pour les œufs, le lait, les anciennes denrées transformées et les anciens aliments pour animaux autres que ceux crus pour les animaux familiers. Hein. On ne met pas de cru, c'est que du cru. D'accord ? Là, on a aussi la possibilité de déroger. Et donc, l'unité de pasteurisation, elle est obligatoire pour tous les autres cas. Il n'y a pas moyen de déroger. Là, je vous dis tout de suite, le règlement est extrêmement précis. Ce n'est pas la peine de venir nous demander des choses impossibles. C'est où vous rentrez dans les deux premiers cas, il n'y aura pas forcément une hygiénisation. Mais ensuite, dans ces cas-là, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir de l'hygiénisation. Alors, c'est un appareil, hein, c'est une pasteurisation-hygiénisation. Il est beaucoup plus facile de l'avoir au début de construction d'un projet que de la mettre derrière. J'ai plusieurs cas où l'hygiénisation a été mise après, c'est quand même beaucoup plus galère. Donc, on retrouve les sous-produits des abattoirs, les déchets de cuisine étables, restes de ménage, de repas hors ménage, hein. Ce n'est pas les ordures ménagères, ça, le règlement ne s'applique pas. On a les biodéchets contenant des fractions crues d'origine animale, les sous-produits animaux à base de lait et d'œufs classés en catégorie 2 pour des raisons sanitaires, et enfin, les lisiers et fumiers d'une liste fermée s'ils sont en mélange avec des sous-produits cités précédemment. Ça, j'insiste beaucoup. Vous ne pouvez pas, à partir du moment où vous mettez des effluents d'élevage avec ce type de produit, vous avez l'obligation de faire de l'hygiénisation et de passer en hygiénisation votre lisier et fumier. D'accord ? Il ne peut plus y avoir deux conduites différentes. Est-ce que je suis claire ? Non ? Hein, ça veut dire qu'on ne peut pas, à partir du moment où on met ces produits, on ne peut plus mélanger des lisiers et fumiers qui ne seraient pas passés par une étape de pasteurisation. Et ça, pardon, c'est nouveau ou c'était déjà acté avant ça? Ah, c'est acté depuis 2002, là. Non, c'est... Alors, il y a eu, effectivement, voilà, vous avez raison de me relever là-dessus, il y a eu une tolérance à un moment où on a accepté que les lisiers ne soient pas hygiénisés. Mais malheureusement, les textes de 2018 nous ont enlevé totalement cette possibilité maintenant. Voilà. Donc je vais terminer en vous disant que pour la réglementation de l'agrément, si vous mettez des produits d'origine végétale brute ou des biodéchets d'origine végétale, vous n'êtes pas soumis à l'agrément sanitaire. Ça c'est clair, dès qu'on a du végétal, c'est pas la peine.
En revanche, si ces produits ils sont mélangés dans le digesteur avec des sous-produits animaux, là, il faut un agrément sanitaire obligatoirement. D'accord ? Enfin, je vous précise aussi que les graisses des bacs dégraisseurs des activités alimentaires ne sont pas considérées comme des sous-produits animaux. Question qui m'est régulièrement posée. Et je vous ai mis un dernier sur les aspects règlements. N'hésitez pas à contacter vos DDCSPP, ils vous recevront sans problème pour voir, en fonction des gisements que vous voulez faire, quel est le type de matériel qu'il vous faut. Et pas, en fait, venir en me disant « je veux rentrer ça », avec un beau projet, et nous, on vous dit « bah là, bah, c'est pas bon ». Voilà. Donc, il vaut mieux essayer d'anticiper cette procédure-là avant. Nous, on vous répond absolument sans problème sur ces questions-là. Et je vous conseille vraiment de prendre contact avec nous. Donc, au niveau des DDCSPP, nous vous voyons à la fois sur l'aspect ICPE, puisque c'est nous qui gérons, puisque dans la région, nous avons décidé que dès qu'il y avait des sous-produits animaux, c'était nous qui le faisions, et on vous voit pour l'agrément sanitaire. Alors, par contre, l'agrément sanitaire nécessite que vous ayez cette obtention au moins d'un agrément provisoire avant de démarrer, et il faut donc que le dossier d'agrément sanitaire il soit déposé en même temps que le dossier ICPE. Il ne vient pas après. Parce que normalement, un établissement qui n'a pas d'agrément sanitaire ne peut pas fonctionner. D'accord? Donc c'est vraiment pas embêtant. Vous en avez un bon exemple ici. Voilà. Donc j'espère que je peux vous apporter un éclairage. De toute façon. Est-ce qu'il y a des questions ou c'est clair pour tout le monde? Oui. Je voulais juste revenir sur l'hygiénisation. Donc, quand il y a des biodéchets, ils sont hygiénisés. Par contre, s'ils arrivent sur un méthaniseur dans lequel il y a des lisiers fumés, on hygiénise l'ensemble. Tout à fait. Par contre, si ces biodéchets arrivent sur un méthaniseur qui n'a que de la matière végétale, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il faudra quand même hygiéniser. Mais que les biodéchets. Ouais, normalement, oui. Enfin bon, après, oui. En fait, ça condamne à ce que les biodéchets ne soient que sur des méthaniseurs de matière végétale. Ou alors que les biodéchets soient pasteurisés avant. Si le biodéchet est pasteurisé avant d'arriver sur le méthaniseur, on n'a plus de problème. Même s'il y a du lisier et du fumier dans ce méthaniseur. Oui. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Je vois pas de différence alors. C'est les paramètres. Ah, d'accord. D'accord. C'est un problème quand vous avez un biodéchet qui a été pasteurisé, il est considéré comme ayant plus un risque sanitaire. Il est devenu une matière facile à... Voilà. N'oubliez pas que derrière, c'est les digestats, et c'est le retour au sol, et c'est éviter de recontaminer la culture, etc. Voilà, on est dans la chaîne alimentaire. Hein. Oula. Une dernière question, et puis après on devra libérer la salle parce qu'il y a une autre conférence voilà. derrière. C'est juste un complément dans le prolongement. Qui c'est qui certifie cette hygiénisation, la bien qui est faite? C'est-à-dire, moi je fais confiance au producteur de déchets qui me dit c'est bon, j'ai fait l'hygiénisation. Est-ce que c'est la parole ou est-ce qu'il y a un... Ah non, il faut qu'il y ait un écrit et il faut qu'il ait un document de... Ah bah, je ne vous ai pas donné, mais il y a un document commercial qui doit vous donner comme quoi il a bien respecté et bien dans telle catégorie, qu'il a fait de la pasteurisation, etc. Il a à vous apporter la preuve, pas simplement vous le dire, apporter la preuve. Mais c'est pas certifié par la DDCSPP, il n'y a pas... Ben si, parce que de toute façon, nous, l'hygiénisation des biodéchets, c'est nous qui allons vous suivre l'agrément, hein, parce que c'est aussi un établissement dans lequel il y aura un agrément sanitaire, obligatoirement. Oui. Est-ce que l'agrément sanitaire est un document public? Alors, il est, en fait, l'agrément sanitaire est mis sur une liste qui est donnée au ministère de l'Agriculture et qui est mis sur l'Europe. En fait, c'est un tableau qui dit que telle société a un agrément sanitaire pour telle chose. Voilà. Et le dossier d'agrément n'est pas public. On va clôturer cette conférence. Merci.